Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Il est le Special Counsel de Roman Reigns, l'ancien avocat de Brock Lesnar, celui qui a révolutionné le catch à l'ECW. Mesdames et messieurs, Paul Heyman. Dans ses interviews passionnantes qu'il a réalisées avec Stone Cold Steve Austin et Ryan Satin, vous allez entre autres entendre Paul décrypter l'art de la promo, dont il est un expert. Parler de sa relation tumultueuse avec Vince McMahon à travers le temps, de comment il s'est incrusté dans le monde du catch à seulement 14 ans. Et vous découvrirez même une anecdote de voyage incroyable à cause de laquelle il n'a plus le droit de louer de voiture. N'hésitez pas à faire comme Joachim Rode, qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur, en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Et on démarre sans plus attendre par l'excellent entretien que Paul Heyman a eu avec Stone Cold Steve Austin le 1er juin 2015, au moment où il était encore l'avocat de Brock Lesnar. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Paul Heyman en interview avec Stone Cold, c'est parti! Je suis ici avec mon ami de longue date, Monsieur Paul Heyman. C'est un plaisir de te voir. Merci. C'est assez gratifiant d'être interviewé par toi, parce que j'ai plutôt l'impression que ça devrait être moi qui t'interviewe, avec tout ce que tu as fait pour ce business et ce que tu as accompli. Toi aussi tu as accompli des choses cool, Paul. Tu as 1 an de moins que moi, et tu t'es débrouillé pour rentrer dans le monde du catch quand tu n'avais que 14 ans. Tu as eu un rôle important dans ma carrière. Tu m'as intégré dans la Dangerous Alliance à l'époque de la WCW. Tu m'as aussi fait venir à l'ECW, où tu m'as appris comment faire des promos. Avec tous les coups de chaise que je me suis pris dans la tête, je ne me rappelle plus de tous les détails. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est rencontrés au Center Stage, à Atlanta. Tu étais arrivé du Texas, et à l'époque, je commentais les shows de la WCW avec Jim Ross. Et je remarquais ce gamin avec des longs cheveux blonds que tu étais à ce moment-là. T'étais déjà le genre de gars qui, quand il rentre dans une pièce, attire naturellement l'attention autour de lui. Je t'avais vu dans le ring rebondir sur les cordes, et j'ai jamais vu quelqu'un rebondir aussi frénétiquement et intensément sur les cordes. Je croyais vraiment que tu allais les casser et casser le ring. Tu le faisais d'une manière tellement féroce, et tu avais ces yeux perçants. En te regardant, je disais à Jim Ross qu'on avait touché le gros lot en t'ayant avec nous, et il arrêtait pas de dire que tu avais quelque chose de spécial. Je suis allé dans le ring et je t'ai dit que j'ai jamais vu quelqu'un rebondir sur les cordes aussi fort. Et tu m'as dit « Salut gamin, enchanté, moi c'est Steve Austin !» Je me suis présenté, je t'ai dit que je m'appelais Paulie Dangerously et 5 semaines plus tard, j'étais ton manager. Tu as intégré la Dangerous Alliance dont le concept était de créer les nouveaux Four Horsemen autour de Rick Rude. Et moi, je voulais devenir ton manager parce que j'essayais toujours de chercher celui qui allait être la prochaine grande star du business. J'avais appelé Dusty Rhodes en lui disant que je voulais que tu fasses partie du clan, qu'il fallait absolument qu'on mette Steve Austin dedans. Il t'aimait bien, mais il n'était pas sûr que ce soit une bonne idée. Et quand je lui ai dit que tu venais du Texas et que tu étais comme lui, après, il était fan. Tu avais une intensité incroyable dans le ring. Tout devenait tellement propre et fluide dans le ring à cette époque, comme une danse. Et toi, tu es arrivé. Et ce que tu faisais, ça avait vraiment l'air d'une bagarre. En parlant d'intensité, ça me donne envie de parler de ton client, Brock Lesnar. Qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas à l'écran dans la WWE? Qu'est-ce qu'il occupe? Brock est dans sa ferme. C'est un fermier et c'est un chasseur. Et quand il est au Canada, il fait ces 2 activités. Il a une maison aux États-Unis et une là-bas. Ce qui est génial avec Brock Lesnar, c'est qu'il ne joue pas un rôle. C'est le fils d'un producteur laitier de Webster dans le Dakota. Avec tout l'argent qu'il a gagné et qu'il gagne à la WWE et à l'UFC, il achète toujours des nouvelles terres à cultiver. Parce qu'en fin de compte, peu importe sa notoriété et tous les combats qu'il peut gagner, tous les WrestleMania qu'il peut faire, il retourne toujours à sa vie de fermier. Parce que c'est ce qu'il est au fond de lui. Et un chasseur, parce que c'est ce qu'il est. Est-ce que Brock Lesnar a vraiment voulu retourner à l'UFC en 2015?
En janvier 2015, Brock Lesnar a fait un mini camp d'entraînement pour l'UFC. Pour se préparer au cas où, dans la négociation de son nouveau contrat avec la WWE, il ne trouverait pas d'accord. Et pour pouvoir, dans la foulée, intensifier son camp d'entraînement et directement aller combattre à l'UFC. Il ne pensait pas à un adversaire en particulier, mais il se disait qu'il voulait être prêt, peu importe son adversaire. Je pense que Brock était vraiment tiraillé dans sa prise de décision. Parce que cette période à la WWE, depuis 2014, était tellement super. Entre la conquête de la streak de l'Undertaker à WrestleMania, la manière dont il a tatané John Cena à SummerSlam pour le titre WWE. Avec Brock, on a eu un rôle dans lequel on n'avait jamais vraiment été avant. Mais malgré tout, son contrat se terminait. D'un autre côté, c'est un athlète, c'est un chasseur et un prédateur. Et il s'est toujours lancé des défis à lui-même. Il se voit vraiment comme le gars le plus dangereux sur la planète. Dans son 4e combat à l'UFC, il a battu Randy Couture, le plus grand combattant poids lourd de tous les temps de l'organisation. Et il a accompli ça en étant malade. En réalité, il a eu la diverticulite toute sa vie. Quand il a été champion national universitaire, si à l'époque on avait regardé ses analyses de sang, on aurait vu qu'il avait déjà ce souci. Mais il est tellement monstrueux qu'il s'en est jamais rendu compte. Et en 2015, il est enfin en bonne santé. Et à 37 ans, qu'est-ce qu'il peut accomplir maintenant? Pour autant, cette année à la WWE depuis 2014, il a vraiment pris du plaisir pour la première fois. Il a pu prendre du recul et se rendre compte qu'il s'amusait. On a souvent entendu dire que Brock Lesnar n'aime pas vraiment le catch à cause de sa manière d'appréhender ce business. Il n'est pas tout le temps là. Mais moi, je connais Brock. Pas aussi bien que toi. Mais je sais qu'il aime vraiment ce business. Certaines personnes disent que non. Il y a 2 manières de regarder cette situation. Déjà, il aime ce business, mais il aime davantage ses enfants. Et le besoin de ses enfants d'avoir leur père avec eux est plus fort que celui de la WWE d'avoir Brock Lesnar. Et deuxièmement, chaque fois qu'il fait une apparition, c'est un moment spécial. C'est pas quelque chose de commun. Tu ne peux pas rater un match de Brock Lesnar. C'est quoi la soirée la plus merveilleuse de l'année? C'est Noël. Tout le monde passe un bon moment, c'est merveilleux. Alors pourquoi on fait pas Noël 365 jours par an? Parce que ça perdrait sa valeur si on faisait ça. Ça perdrait sa rareté et son côté spécial. Si on faisait ça, on se dirait que si on rate un Noël, c'est pas grave, parce qu'il y en a 364 autres dans l'année. Avec Brock Lesnar, on dit qu'il apparaîtra à ce show à telle date. Et vous devez être là. Vous ne devez pas le manquer. Est-ce que tu serais prêt à prendre un autre client en même temps que Brock Lesnar? Ou est-ce que justement, tu préfères être qu'avec Brock, être plus rare et rendre chacune de vos apparitions spéciales? Avec Brock, on a une dynamique très intéressante. À la télévision, notre relation fonctionne parce que c'est un miroir de comment on est dans la vraie vie. C'est une vraie amitié et ça transparaît à l'écran. Alors quand on me met avec quelqu'un d'autre, on me voit comme l'avocat de Brock Lesnar avec une autre personne. Et c'est une position difficile pour cette personne. Le seul avec qui ça a fonctionné jusqu'à présent, c'est CM Punk. Parce qu'on est aussi amis. Et c'était encore une autre dynamique. Mon personnage avec CM Punk était différent de celui que je suis avec Brock. Avec Punk, j'étais juste le gars derrière lui qui applaudissait. Tu as parlé avec CM Punk récemment? Je suis en contact avec lui presque tous les jours. On s'échange souvent des textos. Notre amitié dépasse le business. Qu'est-ce que tu penses de son choix de tenter sa chance à l'UFC? Déjà, je pense que pour CM Punk, l'argent n'est pas la motivation dans cette histoire, mais plutôt le défi que ça représente. Il y pense depuis qu'il est tout jeune, et il regrette probablement de ne pas avoir commencé dès 2010 ou 2011. Il accepte totalement la possibilité qu'il pourrait se faire mettre KO ou se faire soumettre dans l'octogone. Et il est suffisamment courageux pour tenter sa chance. À une époque, la légende Jake Roberts avait une prise de finition, le DDT, après laquelle ses adversaires restaient vraiment par terre. Mais aujourd'hui, quand je regarde les matchs actuels, je vois des mecs qui se prennent des DDT, mais qui ne le vendent pas, et qui se relèvent très vite. Je ne comprends pas ce qu'il se passe dans ce business.
Les mecs qui sont dans le ring aujourd'hui sont des bien meilleurs athlètes que ceux de ma génération et de celle d'avant moi. Ils vont très vite et je respecte ce côté athlétique. Mais il faut faire du selling. S'il n'y a plus rien qui fait mal, on n'en a plus rien à faire des matchs. Le père de The Rock, Rocky Johnson, gagnait ses matchs en faisant un saut chassé. La prise de finition de Harley Race à l'époque, c'était juste une souplex. Mais prends un catcheur comme Mark Henry par exemple, ou quelqu'un d'aussi massif et imposant. Si tu dis que sa prise de finition, c'est un headlock, la prise la plus basique du catch, mais qu'à chaque fois qu'il est dans le ring, il attrape l'adversaire, il lui fait un headlock en serrant très fort avec son gros bras, et que là, son adversaire abandonne. Si à ce moment-là, tu dis à tous les autres catcheurs que plus personne ne peut faire le headlock, et que s'ils le font, ils devront rendre des comptes à Mark Henry et à Vince McMahon. Si là, à la télévision pendant 6 mois, il attrape tout le monde avec son headlock et qu'ils abandonnent tous, je te garantis qu'au bout de ces 6 mois, tout le monde parlera de cette prise de finition. On se dirait qu'il pourrait même devenir champion grâce à cette prise. Et si à WrestleMania, quelqu'un réussit à se sortir de ce headlock, ce sera un des plus grands moments de l'année. Les prises seront toujours importantes tant que les gens les rendront importantes. Tant que les commentateurs y réagissent comme si elles étaient dévastatrices et que tous les catcheurs dans le roster ont la bonne idée de la protéger. Tu as toujours été excellent dans tes promos et aujourd'hui, tu es meilleur que jamais. Parle-moi de l'art et de la science de la promo. Je pense que dans l'environnement actuel, la question à se poser, c'est où est l'argent? Et ça revient à ce que j'ai appris de Dusty Rhodes à l'époque. Une fois, on avait un show télévisé et il me dit que c'est moi qui vais avoir une promo pour finir le show, sans même que je sache combien de temps j'avais à disposition ou avoir préparé quoi que ce soit. Et à ce moment-là, j'ai eu au final 4 minutes pendant lesquelles j'ai tout fait. J'ai imité tous les mecs du roster, j'ai parlé des matchs de tout le monde, j'ai essayé de faire mousser tout le monde, j'ai couru autour d'un podium. J'ai fait tout ce que je pouvais pour capter l'attention des spectateurs et ne pas leur donner envie de zapper. J'avais même sorti des punchlines et en sortant de cette promo, je me disais que j'étais une star, que j'avais fait la meilleure promo de tous les temps. Après ça, Dusty Rhodes m'avait félicité, avait trouvé ça divertissant, mais il m'avait dit « Où est l'argent ?» Dans cette promo, je n'avais pas fait la promotion de notre show Starrcade qui s'en venait. J'avais fait une super promo, mais je ne nous avais pas rapporté d'argent, parce que le but, c'était que je vende le pay-per-view. Et c'est encore valable dans l'époque moderne. La chose à laquelle tu dois penser dans tout ce que tu peux dire dans tes promos, c'est où est l'argent dans ce que je raconte? Qu'est-ce que je dois vendre? Parfois, tout ce que tu vends, c'est ta personnalité. Parfois, une promo pour moi, c'est juste de dire « Brock Lesnar !» Mais rien que le fait de l'avoir dit violemment et passionnément, les fans vont craindre Brock Lesnar et le prendre au sérieux. En 2014, quand Brock n'était pas là, vers le printemps, j'ai passé des semaines à dire « Mon client, Brock Lesnar, a conquis la streak d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania. » J'ai sans arrêt dit cette phrase, parce que c'est ce que je vendais. C'est comme ça que j'appréhende les choses dans les promos. Pour bien vendre le main event de WrestleMania ou de SummerSlam, qu'est-ce que je peux dire? Les catcheurs devraient tous se demander ce qu'ils doivent vendre. Pour aborder une promo de manière plus technique, je pense au contenu, à la manière de le dire, à l'intensité, la cadence, le volume. Il y a vraiment plusieurs composants. Parfois, peu importe le contenu, ce qui compte, c'est ta manière de le dire. Comment on pourrait changer la façon actuelle de faire des promos? Moi, par exemple, tu m'as donné confiance en moi et tu l'as fait pour beaucoup d'autres. Est-ce que tu travailles avec les catcheurs actuels sur leurs promos? Je parle aux catcheurs qui viennent me parler de ça. J'impose mes opinions à personne. Le problème, selon moi, dans beaucoup de promos actuels, c'est que les catcheurs viennent dans le ring et récitent direct leurs promos. Ils prennent le micro et ils disent automatiquement « La semaine dernière, j'ai pas apprécié ce qui m'est arrivé. » C'est pour ça que j'ai eu l'idée de dire « Mesdames et messieurs, mon nom est Paul Heyman et je suis l'avocat de Brock Lesnar. » C'est toujours la première chose que je dis et j'engage les spectateurs en faisant ça. En entendant cette phrase, ils peuvent se dire entre eux « Oh, c'est Paul Heyman. Maintenant, je sais qui il est
et je sais ce qu'il fait. Et si après je dis que je suis là pour vendre le match à venir à WrestleMania, ou la rivalité en cours de Brock, en l'espace de 3 phrases, je leur ai dit qui je suis, ce que je fais et pourquoi je suis là ce soir. Je pense qu'on a perdu l'art d'engager des spectateurs. On fait que réciter et prêcher. Quand tu as réussi à t'incruster dans le monde du catch à l'époque, c'était encore le temps où Vince McMahon Senior dirigeait la compagnie, le père de Vince. Est-ce que tu l'as bien connu? J'ai gagné mes 50 premiers dollars dans ce business grâce à Vince Senior. Je l'ai rencontré parce que j'avais découvert qu'il avait l'habitude d'emmener son cercle d'hommes de confiance à un restaurant précis de New York. J'avais 14 ans, j'ai pris une voix grave et j'ai appelé les bureaux de la WWE en disant que Vince Senior m'avait dit de les appeler pour avoir mon pass presse. J'ai fini par réussir à être au téléphone directement avec Vince Senior. Et j'étais allé chercher mon pass presse au bureau, où j'avais vu Gorilla Monsoon et Arnold Skaaland, 2 officiels, avec une bouteille d'alcool, en train d'essayer d'uriner dans des verres. Après ça, j'ai pu aller au Madison Square Garden, dans la salle des photographes. J'ai vu Vince Senior parler à André le Géant. Et là, j'ai discrètement pris une photo en tenant mon appareil assez bas, ce qui rendait André encore plus impressionnant. Le mois suivant, je suis revenu et j'avais imprimé cette photo. J'ai guetté dans le couloir pour être là au moment où Vince Senior allait être seul. Quand je l'ai vu, j'ai mis la photo dans sa main. Les vigiles m'ont attrapé parce que j'avais pas le droit de m'approcher de lui. Mais là, j'entends une voix qui me dit « Jeune homme, est-ce que je peux te parler 1 minute ?» C'était l'annonceur Howard Finkel. Il m'a demandé si c'était moi qui avais pris la photo de Vince Senior avec André le Géant. J'ai dit oui. Il m'a dit que Vince Senior aimait beaucoup la photo. Il m'a donné 50 dollars et m'a demandé de leur donner mes photos chaque mois pour qu'ils puissent les utiliser pour des posters ou pour des programmes, si ça me dérangeait pas. C'était toujours ses proches qui me donnaient les 50 dollars, jamais Vince Senior directement. C'est quoi la différence entre la vision du business de Vince Senior à l'époque et ce que son fils a fait dans le business depuis? C'était une autre époque. Il avait un territoire qui était à lui. Chacun avait son propre territoire dans le pays. Mais avec l'arrivée de la télévision par câble, qui a permis l'émergence de dizaines de chaînes thématiques et dans tout le pays, les choses ont changé. Joe Blanchard, un catcheur qui avait une promotion en Texas, a été le premier à négocier un deal avec le USA Network. Quand Vince a acheté la compagnie à son père, il arrivait dans une ère où la distribution du catch était différente et où c'était l'avènement de la télévision par câble nationale, ce qui allait remplacer le concept d'avoir un show dans un territoire et d'avoir une diffusion télé qui se limite à cette zone. Désormais, le territoire, c'était tout le pays. Alors on peut se poser la question, si Vince Senior avait eu 5 ans de moins, est-ce qu'il aurait respecté ses limites territoriales? Ou est-ce que lui aussi aurait vu ce qui allait arriver avec la distribution nationale de la télévision par câble? Si lui avait essayé, tous les autres promoteurs des autres territoires auraient essayé aussi. Je pense que si Vince Senior avait été plus jeune, il n'aurait pas eu d'autre choix que de prendre ce chemin, vu que de toute manière, Joe Blanchard au Texas avait déjà été le premier à avoir fait un deal avec USA Network, une des premières chaînes nationales par câble. Est-ce que Vince Senior était suffisamment équipé pour le faire? Est-ce qu'il était suffisamment féroce et ambitieux pour le faire? Je ne le connais pas assez bien pour le dire. Mais Vince, en tout cas, l'était. Vince m'a déjà raconté qu'à l'époque où il l'a fait, il recevait beaucoup de menaces de mort. Beaucoup de personnes le détestaient. Bien sûr, j'ai même été témoin que le catcheur Lou Albano voulait le tuer. Il débarquait à 4 heures de l'après-midi avec une grosse bouteille d'alcool. Il était complètement bourré. À chaque fois qu'on lui demandait de faire quelque chose, il disait que c'était la faute de Junior, donc de Vince. Il le détestait parce que Lou Albano était loyal à Vince Senior. Et il trouvait que son fils était trop agressif. Il n'acceptait pas cette transition. Il a fini par dépasser les bornes et dire des choses stupides. Puis il s'est fait virer. Et Vince Senior a envoyé quelqu'un chercher Albano, lui a fait boire du café, et là,
Albano est revenu en s'excusant. Et il a récupéré son job. Comment est ta relation avec Vince McMahon en 2015 ? Vous avez eu des hauts et des bas dans votre relation. On s'entend probablement mieux que jamais, parce qu'on n'est pas en contact tous les jours. Et que je ne le rends pas fou en lui disant comment sauver l'industrie du catch. Ça a toujours été la dynamique entre Vince et moi. Quand je suis arrivé dans la compagnie en 2001, j'ai été recruté pour donner une opinion contraire, pour toujours apporter une vision des choses alternative. Donc quoi que disait Vince, je donnais une alternative, je disais l'opposé. À chaque fois, je me disputais avec lui, parce que c'est ce que lui aurait fait, se battre pour ses idées, jusqu'à ce qu'on le tatane. Et j'imagine qu'il en a eu marre de me tataner. On a eu une dynamique tumultueuse pendant beaucoup d'années. Personnellement, en devenant père de famille, je me suis assagi et je suis devenu plus calme. Bon, sauf dans ce podcast, vu que j'ai pris 5 cafés avant de commencer. Avant, j'étais enragé et je vivais tout à fond. C'est comme ça que j'étais. Mais devenir père m'a détendu. Ça a changé mon approche. Surtout, avant, le moindre élément qui se passait dans un show, je le vivais à fond. Si c'était moi le scénariste du show, comme quand je l'étais pour SmackDown en 2002, je me battais avec Vince et Stephanie McMahon jusqu'à ma propre mort, façon de parler. À l'époque, ma mission, c'était de battre Monday Night Raw. Et j'ai réussi. Ça a créé beaucoup d'animosité envers moi. Surtout à partir du moment où j'avais demandé aux commentateurs Michael Cole et Taz d'appeler Raw le bichot à l'antenne. Mais un jour, en 2006, il était temps pour moi de partir, parce que j'avais perdu ma passion pour l'industrie. On avait fait ressusciter l'ECW, et ce show comptait beaucoup pour moi, vu que c'était mon show dans les années 90. C'était très personnel pour moi. Je n'aimais pas comment l'ECW devenait quand ça a été relancé par la WWE. Et c'est devenu une bataille très personnelle entre Vince McMahon et moi. J'avais proposé plusieurs fois qu'on me laisse à nouveau écrire SmackDown et de donner l'ECW à quelqu'un d'autre, parce qu'il n'arrêtait pas de changer mes shows. C'est devenu une mauvaise dynamique, et un de nous deux devait partir. Et dans une situation où c'est soit toi, soit Vince McMahon qui doit quitter la WWE, ce sera pas Vince qui partira. J'étais cramé, j'en pouvais plus. J'avais perdu mon amour pour le catch. Vince l'a ressenti. Il était en colère contre moi. Et moi, j'étais en colère contre lui. Ce qui rendait notre relation toxique. On a eu ce show en décembre 2006, ECW December to Dismember, qui était très mauvais. Et après ça, je lui disais, voilà ce que tu as fait à mon show. Lui me disait, voilà ce que tu as fait à mon investissement. J'ai fini par partir. Et il a fallu à peu près 5 ans et demi pour que ça devienne une vraie leçon pour nous deux. Il y a une histoire incroyable dans laquelle on roulait en voiture tous les deux avec Rick Rude. Tu peux nous la re-raconter ? Je sais pas si je vais pouvoir le faire dans un environnement PJ. Steve, tu dis souvent « nom de Dieu » pour le dire dans une version PJ. On était dans la voiture et toi tu parlais à Rick Rude en disant que tu préférais des burgers au poulet que lui mangeait souvent, tout en disant sans arrêt « nom de Dieu ». Rick Rude était assis à l'avant et il devenait violet, les veines de son cou sortaient. Il m'a dit méchamment d'arrêter la voiture. À ce moment-là, Rick Rude, qui n'était pas un saint pour autant, t'a dit d'arrêter de dire nom de Dieu tout le temps. Là, tu lui disais que tu ne savais pas que la religion était si importante pour lui. Et tu t'es excusé. Tu avais promis de ne plus le dire. Il t'a remercié. Et là, tu lui as redit encore une fois nom de Dieu. Et il a pété un câble. Tu as aussi une histoire à propos des Samoans, non ? C'était l'époque où il n'y avait pas tout qui était filmé. Il n'y avait pas de satellites, de drones. Et le catcheur Sting voyageait avec les frères Steiner, Rick et Scott. Quand ils étaient sur l'autoroute et qu'ils voyaient une autre voiture avec des catcheurs, ils baissaient la fenêtre. Sting accélérait jusqu'à 140 km/h. Scott attrapait les jambes de son frère. Leur voiture se rapprochait de l'autre voiture de catcheur. Et là, Rick ouvrait la porte de cette voiture et attrapait les jambes du catcheur qui était le plus près de lui. Quand les gars voyaient ça, ils paniquaient. En plus, à l'époque, Rick faisait peur. Moi, à l'époque,
je voyageais avec le Samoan SWAT Team, où il y avait Samu, le fils de Afa, et Junior, qui deviendra plus tard Rikishi, et qui est le père des Usos et l'oncle de Roman Reigns. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était en route pour une ville, et on a vu Sting et les frères Steiner qui arrivaient derrière nous. Alors nous, bien sûr, on verrouille les portes. Au moment où ils arrivent à notre hauteur, je vois Rick qui toque à ma fenêtre en criant. Je pensais qu'on les avait bien eus. Et là, Sting, qui conduisait, et Scott échangent leur place. Ce qui est quelque chose de très dangereux à faire, que je déconseille. Ils se sont mis à nous jeter leur nourriture. Ça a commencé par une pastèque. Et là, nous, on zigzaguait. Les Samoans se sont arrêtés au supermarché. Et là, ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter. Et ils ont rempli leur voiture. Ils étaient prêts à ce que ce soit la guerre. Et sur le trajet suivant, c'était vraiment la guerre sur la route. Ils se jetaient des bouteilles, de la nourriture, des balles de baseball. Ça a tellement été la guerre qu'après, on a déclaré la voiture détruite. C'était une voiture de location. Et dans le parking de l'endroit où on l'avait louée, ils ont exposé la voiture en écrivant « On ne louera plus jamais de véhicule à Paul E. Dangerously de la WWE. » Encore aujourd'hui, je suis blacklisté. Je ne peux toujours pas louer de voiture, plus de 20 ans plus tard. Mais laisse-moi te poser une question, Steve, avant de finir cette interview. Est-ce que tu aimerais affronter Brock Lesnar à WrestleMania? Si je l'affrontais, je lui botterais les fesses. Et tu le sais très bien, Paul. Et commence pas à me taper sur le système. Sinon, je te botte les fesses à toi aussi. Paul, c'était un plaisir de te parler. J'apprécie tout ce que tu as fait pour ma carrière. Je vais prendre une bière bien fraîche et réfléchir à tout ça. Et c'est le fameux de l'histoire, parce que Stone Cold l'a dit. Dans la prochaine partie, vous apprendrez entre autres les coulisses de la collaboration de Paul Heyman avec Roman Reigns et l'ambition du Tribal Chief jusque dans les moindres détails. Comment, dans son rôle d'avocat de Brock Lesnar, Paul a rendu hommage à son propre père. Mais aussi la personne étonnante avec laquelle il préfère faire une promo dans un ring. En tout cas, on a déjà pu voir à quel point l'histoire de Heyman dans l'univers du catch est richissime et apprécier ses opinions très intéressantes sur les promos et les prises. Comment Brock Lesnar était vraiment proche de rejoindre l'UFC dès 2015. Et figurez-vous que le teasing à la fin de l'interview d'un match à WrestleMania entre la bête incarnée et Stone Cold avait même excédé Vince McMahon. En vous étant replongé dans son parcours, j'ai une question à vous poser. Quel est selon vous l'accomplissement le plus marquant de Paul Heyman dans le monde du catch? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, vous pensez que Paul Heyman est un génie au micro, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.